Dans cette vidéo, on va voir les rapports trigonométriques et les angles remarquables. Alors, comme on sait, dans un cercle unitaire, l'angle θ, que ce soit en radian ou en degrés, est l'angle à partir de l'axe des x positifs. Dans un cercle unitaire, on parle d'un cercle ayant un rayon de 1. Et on voit ici un triangle rectangle. Donc, on sait qu'on peut appliquer les rapports trigonométriques. Et si on se souvient bien du cosinus, par exemple, cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, le côté adjacent correspond à cette flèche bleue et l'hypoténuse correspond à 1, si on est dans un cercle unitaire, bien sûr. Alors, le cosinus de l'angle θ correspond en fait tout simplement à la longueur du côté adjacent, donc la longueur de cette flèche bleue. Alors, à un angle de 0, ma flèche bleue est très longue. En fait, elle a une longueur de 1. Donc, on peut voir, si on faisait un graphique ici, si on regarde au bas, quand l'angle θ est 0, donc notre axe ici représente l'angle θ, quand l'angle θ est 0, la longueur de la flèche, elle est 1. En d'autres mots, le cosinus de l'angle est 1. Et qu'est-ce qui arrive au cosinus au fur et à mesure qu'on s'approche de 90? Le cosinus, donc le rapport de la longueur du côté de ma flèche bleue sur 1, donc c'est vraiment juste la longueur de la flèche, s'approche de 0. Maintenant, elle n'existe plus, c'est 0. Donc, à 90 degrés, ou si on veut, à pi sur 2 radians, donc 90 degrés, c'est la moitié de pi radian, qui est pi sur 2 radians. On a donc cos de pi sur 2, qui est égal à 0. Quand je suis dans le deuxième cadran, la flèche bleue pointe vers la gauche, donc on dirait que c'est un cosinus négatif. Alors, en fait, si je calcule le cosinus de cet angle θ, ce que je ferais, ça serait d'utiliser l'angle alpha de ce triangle rectangle. Le cosinus correspond donc au côté adjacent. Donc, la longueur de ma flèche bleue. Mais ce n'est pas seulement la longueur. En fait, ce qui nous intéresse, c'est aussi le fait que ça pointe vers la gauche. Donc, c'est négatif, ce cosinus. Donc, on se souvient bien quand on est dans le deuxième cadran, le cosinus est négatif, ce qui est logique ici parce qu'en fait, on verrait que le cosinus ici, donc la longueur de cette flèche bleue, c'est en effet la coordonnée x de ce point ici. Donc, cette coordonnée x, elle est négative. Donc, elle est toujours négative dans le deuxième cadran quand on parle du cosinus. Là, on a parlé du cosinus, la longueur de la flèche bleue, mais en fait, le sinus, c'est la même chose. C'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, puisque dans un cercle unitaire, j'ai un rayon de 1, le sinus devient juste, en fait, la longueur du côté opposé. Si je suis dans le premier cadran, si je suis dans les autres cadrans, je n'ai juste à réfléchir à ce que c'est positif ou négatif. Donc, pour le sinus, dans le deuxième cadran, bien évidemment, on est par-dessus l'axe des x, donc la valeur de y, elle est positive ici, tandis que la valeur de x, elle est négative ici. Alors, tout ceci est logique, mais on a des trucs. Donc, un truc, c'est d'écrire le mot cast à partir du quatrième cadran, et A correspond au mot anglais all. Donc, tous les rapports trigonométriques sont positifs. OK? Ensuite, dans le deuxième cadran, seulement sin est positif. Donc, si on regarde, c'est ce qu'on avait dit ici, sin est positif. Dans le troisième cadran, seulement tangente est positif. Alors, pourquoi si j'arrive dans le troisième cadran et je regarde les coordonnées de ce point-ci, en fait, donc, la valeur de x correspond à la longueur de cette flèche bleue, donc le côté adjacent de cet angle, et donc c'est le cosinus. Donc la valeur de x, c'est cos θ. Cos, dans ce cadran-ci, c'est négatif. Sin, ça correspondrait à la longueur de ce côté du triangle rectangle, puisque je suis sous l'axe des x. Sin est aussi négatif. Donc, on sait bien que tan, c'est le rapport de sin sur cos, donc négatif sur négatif, va me donner positif. Donc, dans le troisième cadran, tan est positif, la tangente, le rapport du côté opposé sur le côté adjacent, si on veut aussi. Et finalement, dans le quatrième cadran, si je regardais dans ce cadran-ci, donc le cosinus d'un angle qui se rend jusqu'à ce quatrième cadran, donc quelque chose qui est plus grand
1,5 pi, ou si on veut 3 pi sur 2. Dans ce cadran-ci, mon cosinus, donc la longueur de ma flèche bleue, est positif, tandis que le sinus, la longueur de ma flèche, tiens, je devrais la mettre en rouge ici, serait négative parce que je suis sous l'axe des x. Donc, il y a seulement le cosinus qui est positif. Alors, juste un rappel de connaissances préalables qu'on avait déjà. Alors, si on revient ici à notre application, je peux voir soit, on voit graphiquement aussi représenter le cosinus. On pourrait voir représenter le sinus qui est, en fait, ici, elle est verte, la flèche, c'est la longueur de cette flèche-là dans un cercle unitaire. Donc, sin de 0. Je n'ai aucune hauteur, donc c'est à 0. Le plus que je m'approche de pi sur 2, si on veut 90 degrés, ma flèche verte, elle est très grande, elle a maintenant une longueur de 1. Donc, mon maximum, c'est 1 ici. Et ainsi de suite. Donc, on peut voir que ça bascule en positif, négatif, dépendamment de où je me situe dans les cadrans. Alors, si je regarde ici, l'angle est de 32,5. OK? Donc, sin de 32,5. Bien évidemment, je peux taper ça dans la calculatrice. Puisque 32,5, c'est une mesure en degrés, je m'assure que ma calculatrice est en degrés. Et j'obtiendrai cette valeur-ci. Ce qui est important à comprendre, c'est que cette valeur de 0,537 correspond à la hauteur de ce triangle rectangle, ou la longueur de cette flèche bleue dans ce triangle rectangle dans le cercle unitaire d'hypoténuse de rayon 1. Donc, mon triangle rectangle a une hypoténuse de 1 ici. Alors, c'est important de comprendre ce qu'on est en train de trouver. Okay? Même si parfois on oublie que le sinus, parce que quand on regarde sa fonction, ça ne ressemble pas du tout à un triangle, mais on n'oublie pas que le concept de sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Ça va toujours être ça. Donc, c'est la longueur de ce côté opposé. Okay? Puis, le signe négatif, elle est positif ici, sin, parce que c'est par-dessus l'axe des x. Et maintenant, mon sin va commencer à être négatif. Okay? C'est la coordonnée aussi. Une autre façon de le regarder, si j'écrivais les coordonnées de ce point-ci, x, y, la longueur de cette flèche verte, c'est la coordonnée y de ce point. Puis le signe négatif m'indique que c'est sous l'axe des x. Donc, à ne pas oublier. Alors, il y a des angles pour lesquels c'est pas évident, mais il y a des angles pour lesquels c'est facile de calculer le tout sans l'aide de la calculatrice, comme je viens de faire. Là, j'ai fait un exemple en degrés. On peut aussi, bien évidemment, travailler en radians, en sachant que ici, donc ici, mon application va me donner une valeur arrondie des radians, mais je sais très bien que ça, c'est pi radian, la valeur exacte ici. Okay? Donc, si on travaillait pas avec un logiciel ou pas avec une calculatrice, c'est beaucoup mieux de travailler en fonction de pi. Si je clique ici sur les angles spéciaux, c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo suite à notre petite révision rapide là, de nos connaissances préalables qu'on vient de faire. En fait, si on regarde vite fait ici les angles, dans la deuxième colonne ici, les angles en degrés, je peux les convertir bien évidemment en radians. Donc, sinus, cosinus, tangente, même les rapports trigonométriques inverses de 30, 45, 60 et ainsi de suite. Donc, on voit tous ces angles ici, là. Donc, cos de 240, sin de 330 par exemple. Tous ces angles-là, on peut en fait très facilement les calculer en connaissant seulement deux triangles. Donc, ce sont nos deux triangles spéciaux à connaître par cœur et très bien comprendre. Donc, mon premier triangle spécial, c'est ce triangle isocèle d'hypoténuse 1. Donc, ces deux triangles spéciaux, le deuxième étant le triangle équilatéral avec des longueurs de côté 1. Donc, si je pars avec juste ça, puis les connaissances que j'ai déjà, je peux connaître sans l'aide de ma calculatrice les rapports trigonométriques qu'on vient de voir vite fait à l'écran. Alors, comment est-ce qu'on fait? Je t'invite à appuyer sur pause et de déterminer avec les connaissances que tu as, ce serait quoi la longueur de ce côté-là. Et puis, en fait, l'autre chose que je vais te demander de déterminer, si je coupais en deux ce triangle. Et en fait, petite chose importante que j'ai pas mentionnée, là, ce triangle isocèle, c'est un triangle rectangle. On part d'un triangle rectangle isocèle. Okay?
Donc, pour celui à droite, si je le coupe en deux, j'aurai donc maintenant un triangle rectangle ici. Je te demande de trouver algébriquement aussi les angles. Quels sont ces angles ici? Cet angle-là, cet angle-là. Et puis, quelle serait la longueur de ce côté-ci, si on veut l'appeler, j'ai appelé l'autre X, je vais peut-être appeler lui C. Donc, trouve X, C, et puis tous les angles internes de ces deux triangles rectangles. Donc, ce premier ici, c'est un triangle rectangle, et l'autre, si j'ai coupé mon triangle équilatéral en deux. Donc, petit indice, vous allez peut-être vouloir utiliser le théorème de Pythagore. Donc, on appuie sur pause. Allons voir maintenant la solution. Donc ici, puisque c'est un triangle isocèle, ces deux côtés sont égaux, et avec le théorème de Pythagore, je sais que x au carré plus x au carré est égal à 1 au carré, ou en autres mots, 2x au carré est égal à 1. J'aurai donc que x au carré est égal à 1/2. Algébriquement, si je prends la racine carrée, normalement j'aurais plus ou moins, mais puisque c'est la longueur du triangle que je cherche, ce sera juste la valeur positive dans ce cas-ci, pas besoin de faire plus ou moins, la racine carrée de 1/2. Donc, essentiellement, c'est ce qu'on a trouvé comme valeur de x. On va juste le réécrire de façon plus belle. Donc, on pourrait sauter des étapes ici, mais pour s'assurer que tout le monde ait tous compris, on sait bien que la racine carrée d'une fraction, c'est la même chose que la racine carrée du numérateur divisée par la racine carrée du dénominateur. J'ai donc 1 sur racine carrée de 2. Quand j'ai un radical au dénominateur, normalement, ce qu'on aime faire, c'est de l'apporter au numérateur. Donc, je vais tout simplement ici multiplier par 1. OK? Donc, un 1 intelligent parce qu'en faisant ceci, je vais obtenir la racine carrée de 2 au numérateur et au dénominateur, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça me donne tout simplement 2. Donc, la longueur x ici, maintenant, on sait que c'est la racine carrée de 2 sur 2. C'est quelque chose que tu devrais connaître par cœur, mais n'oublie pas qu'on est juste parti du fait qu'on avait un triangle isocèle rectangle d'hypoténuse 1 et on a utilisé le théorème de Pythagore pour aller trouver la longueur de ce côté-là. On sait que la somme des angles dans un triangle rectangle, c'est 180 degrés, ou si on veut, pi radian. On va travailler en radian pour nos besoins. Donc ici, au lieu d'écrire 90 degrés, on sait bel et bien que c'est pi sur 2 radians, ce qui veut dire que ces deux angles ici, qui sont identiques, mesurent pi sur 4 radians. Donc c'est mon premier triangle remarquable, ou mon triangle spécial, que je peux connaître par cœur. OK, triangle isocèle, ce qui veut dire que ça aussi, c'est racine carrée de 2 sur 2. Mon prochain triangle, bon, puisqu'il avait une longueur de 1, la longueur de ce côté-ci, c'est maintenant 1/2. Je pense que j'ai oublié de vous demander de trouver la longueur de ce côté-là, qui était celui, en fait, qui était plus intéressant. Celui-ci, c'est facile. J'ai juste pris 1, qui était la longueur de la base ici, de mon triangle équilatéral, et j'ai divisé par 2. Maintenant, cette longueur-là, donc ça c'est d'ici à là. Celui-ci, j'avais appelé celui-ci C, peut-être que je vais appeler celui-ci Y. Donc pour trouver Y au carré plus 1/2 au carré est égal à 1 au carré, théorème de Pythagore. On réorganise et j'ai donc Y au carré est égal à 1 au carré moins 1/2 au carré qu'on peut évaluer. Je vais déplacer le tout à gauche pour me donner de l'espace. Donc, j'ai Y au carré qui est égal à 1 moins 1 quart qui est égal à 3 quarts. Donc, Y va être égal à la racine carrée de 3 quarts. Comme on sait, c'est la racine carrée de 3 sur la racine carrée de 4. Donc, racine carrée de 3 sur 2. Donc, la moitié de ce triangle équilatéral avec un côté de 1 devient donc maintenant mon deuxième triangle spécial. Donc, ce triangle hachuré en bleu que je connais par cœur, mais je n'oublie pas que je peux toujours déterminer la longueur de mes côtés en coupant le triangle équilatéral en deux. Donc, la longueur de la base est de 1/2. Et j'utilise le théorème de Pythagore pour trouver sa hauteur rouge ici. Maintenant, allons voir comment ces triangles peuvent être utiles. Et avant de se faire, en fait, on va ajouter à celui-ci les angles, donc les deux angles à l'intérieur du triangle bleu ici.
Ça, c'est un triangle équilatéral, donc les trois angles égaux. La somme des angles dans un triangle, c'est pi. Donc, si je divise en trois parties égales, ce sera pi sur 3. Et en coupant mon triangle en deux, je l'ai divisé par 2. Donc, la moitié de 1 tiers, c'est 1 sixième. Donc, j'aurai pi sur 6. Alors, on peut appuyer pause, s'assurer de bien copier ces deux triangles très, très importants. Et on continue avec leur application. On va peut-être commencer dans le deuxième cadran. Donc, si je voulais aller chercher, par exemple, le sinus de 135 degrés. Bon, en fait, au lieu de faire sin de 135, je vais vous demander d'appuyer sur pause et de convertir 135 degrés en radian, puis on va partir de là. Alors, juste dans le coin ici, là, si je faisais ça sur un petit brouillon, pi radian sur 135 correspond à pi sur 180, notre rapport équivalent. Je multiplie donc par 135. Je vois que mon 135 et mon 180 sont les deux divisibles par 5 au moins, si pas quelque chose de plus grand. Là, on va commencer avec ça. 135 divisé par 5, donc dans ma tête, 135, je connais bien que divisé par 10, c'est 13,5. Donc ensuite, je vais faire 13,5 fois 2 qui va me donner 27. 180 divisé par 5, c'est la même chose que 180 divisé par 10, donc 18 fois 2, qui va me donner 36. Donc, en voyant le facteur commun de 5, en fait, c'était pas le plus grand facteur commun. Je vois maintenant que 27 et 36 sont les deux divisibles par 9. Donc, 27 divisé par 9 me donne 3. 36 divisé par 2 me donne 4. J'ai donc 3 quarts pi. 3 pi, ou si je veux, 3 pi sur 4. Donc, c'était vraiment juste pour pratiquer notre conversion. Maintenant, pi radian, 135 degrés, c'est 3 pi sur 4. Donc, on va partir de là. Donc, je redéfinis la question. Trouve sin de 3 pi sur 4, la valeur exacte, sans utiliser ma calculatrice. Donc, la première chose à faire serait de tracer le plan cartésien. Alors, je sais que pi, c'est ici, donc 3 quarts de pi va se trouver dans mon deuxième cadran. Donc, si je divisais les cadrans en 4 parties, 3 quarts, ce serait vraiment exactement ici. Donc, c'est ma première étape, d'aller repérer mon angle, où est-ce que ça se situe, dans quel cadran. Ensuite, si je trace le triangle rectangle ayant deux angles aigus qui correspondent à cet angle obtus de 3 pi sur 4, on verrait que ce qui est à l'intérieur ici, donc mon angle de 90 degrés est toujours assis sur l'axe des X. Ce qu'on voit, c'est que cet angle-ci, c'est bel et bien pi sur 4. Donc, avec une hypoténuse de 1, en fait, je vois que ce triangle correspond en fait à celui-ci. Alors, sin, c'est toujours le côté opposé. Donc, ça va être la hauteur ici, qui sera donc racine carrée de 2 sur 2. Donc, on peut le voir avec notre triangle remarquable. Ici, on ne fait pas juste écrire, mais on réfléchit bel et bien au signe aussi. Donc, je suis par-dessus l'axe des X, ce qui veut dire que cette valeur de, si on veut, si on regardait les coordonnées de ce point ici, là, ce serait la valeur de Y, bien évidemment. La valeur de Y, elle est positive. Okay? Ou si on veut utiliser notre truc de CAST, je sais que sin est positif dans mon deuxième cadran, donc ce serait une autre façon de vérifier le signe avant de conclure que c'est notre réponse. Mais c'est en effet la réponse. Donc, sin de 3 pi sur 4, la valeur exacte, c'est racine carrée de 2 sur 2. Donc, de la même façon, si je prends par exemple cosinus, donc cos de 315 degrés, appuie sur pause et convertis sans la calculatrice 315 degrés en radian. Alors, on part toujours du concept de rapport équivalent, ou si on veut commencer à sauver du temps, je sais que je veux des radians comme résultat, donc je vais mettre des radians ici et des degrés au dénominateur. Donc, radian, je connais que pi radian correspond à 180. Donc, je vais toujours multiplier par pi sur 180. Donc, dans ce cas-ci, encore une fois, je vois que 5 est un facteur de ces deux. Je ne sais pas si c'est le plus grand facteur, mais c'est un facteur. Donc, je vais diviser par 5 au numérateur et au dénominateur. 180 divisé par 5, c'est 180 divisé par 2, c'est 18 fois 2 me donne 36. 31,5 divisé par 5, donc 31,5 divisé par 2, c'est par 10,
315 divisé par 10, c'est 31,5 fois 2, qui me donne 63. Ce 5, c'était pas le plus grand facteur, je l'avais pas vu d'un coup, je le vois maintenant, en fait, en regardant le 63, je sais que 7 fois 9, ça me donne 63, et je sais que 4 fois 9, ça me donne 36, donc je divise 63 divisé par 9, et 36 divisé par 9. Alors, on a donc 7 pi sur 4. Donc, on va aller changer notre question, on va trouver cos de 7 pi sur 4 pour se pratiquer à travailler avec les radians. Donc, je vais aller repérer l'angle dans un plan cartésien. Cette fois-ci, puisque mon numérateur est plus grand que mon dénominateur, donc 7 quarts, c'est la même chose que c'est plus utile de l'écrire en nombre fractionnaire parce que c'est sûr que j'ai un nombre entier là-dedans. Donc 7 quarts, c'est la même chose que 1 et, donc 4 va dans 7 une fois et il me reste 3. Donc c'est la même chose que 1 et 3 quarts. Okay? Donc j'ai 1 et 3 quarts pi, ou si on veut, pi plus 3 quarts de pi. Donc, pi plus 3 quarts de pi. Fait qu'on sait que pi, c'est un demi-cercle. Si je divise ici encore 3 quarts, 1, 2, 3 quarts de pi, je suis maintenant dans mon quatrième cadran. Donc, déjà, en utilisant mon truc, en fait, mon casque n'est pas à la bonne place. Petite erreur. Si on utilise des trucs, c'est important de bien les mémoriser. Donc, le C commence dans mon quatrième cadran. Donc, cosinus, je sais qu'il devrait être positif ici. Okay? C'est logique, mais on peut toujours utiliser ce truc pour nous aider. Donc, j'ai repéré mon triangle, mon angle dans le plan cartésien, comme on a fait dans l'autre cas. On va tracer le triangle rectangle correspondant. Donc, est-ce que c'est celui-ci ou celui-là? Pour savoir, je dois regarder l'angle aigu. Donc, cet angle-ci, en fait, c'est, puisque ça, c'était 3 quarts pi, il me reste 1 quart pi, ou si on veut, pi sur 4. Donc, on travaille en fait encore une fois avec ce triangle isocèle ici. Donc, pour ce triangle aigu, on connaît, puisqu'on cherche cos, c'est le côté adjacent. Donc, le côté adjacent de mon angle aigu ici, c'est celui-ci, le côté adjacent. Ou si on veut, si j'écrivais les coordonnées de ce point-là, c'est les coordonnées x de ce point qui seront positives. Donc, ça, ce sera cos de 7 pi sur 4 ici. Oups, 7 pi sur 4. Et puisque c'est mon triangle spécial, je savais que c'est un triangle isocèle. Avec le théorème de Pythagore, on avait trouvé que c'était racine carrée de 2 sur 2. On connaît maintenant ça par cœur. Alors, la longueur du côté correspondant, c'est le rapport trigonométrique. On fait attention toujours aux signes. Et en fait, dans ce qu'on a fait ici, c'est nos triangles qu'on a dessinés, c'est en fait quand on voit des représentations du cercle unitaire, puis si je fais une recherche Google pour cercle unitaire ou bien unit circle, on voit ceci qui est en fait quand même c'est quand même assez épeurant quand on le regarde comme ça parce qu'il y a plein d'informations, mais c'est important de comprendre que ce qu'on vient de faire en fait, c'est une branche de ce cercle unitaire. Donc ça vient vraiment de ces triangles spéciaux. Donc dans l'exemple qu'on vient juste de faire, on avait trouvé le cosinus de 315 degrés ou 7 pi sur 4, si on voulait en radian. Donc, c'était vraiment ce qu'on a fait. Puis, on avait vu que c'était la valeur de x. Fait qu'en regardant notre cercle unitaire, on devrait être capable de le recréer avec nos triangles remarquables. Si je demandais, par exemple, sin de 7 pi sur 4, on pourrait conclure en fait que sin de 7 pi sur 4, c'est ici moins racine carrée de 2 sur 2. Mais important de comprendre, ça vient d'où cette histoire-là? Ça vient vraiment du fait que je repère où est-ce que c'est 7 pi sur 4 dans le plan cartésien. Ensuite, en regardant le triangle remarquable, on verrait bel et bien que sin, c'est le côté opposé de ce triangle rectangle-là. Puisque c'est sous l'axe des x, ça devient négatif. Donc, à savoir que les deux exemples qu'on vient de faire, c'est vraiment une application directe là, de ce qu'on voit ici dans le cercle unitaire.
Puis nos cas spéciaux, bien évidemment, sont les angles 90 degrés ou pi sur 2, pi, 3 pi sur 2 et 0, qui sont les exactement là où j'ai une longueur de 1 ou 0, dépendamment de si on cherche sin ou cos là pour nos cosinus ou nos sinus. Alors, maintenant, si on utilise seulement le cercle unitaire, sans nécessairement les tracés, je les repère pour nous. Si tu appuies pas sur la vidéo, comment est-ce que tu pourrais trouver... Ah, j'ai caché la réponse. Comment est-ce que tu pourrais trouver... ici, on a 5 pi... En fait, ici, on a 4 pi sur 3. Donc, comment est-ce que tu pourrais trouver... puis pour... On va changer au lieu de faire sin cos. N'oublions pas qu'on a les inverses des rapports trigonométriques. Donc, on a nos rapports de base sin cos tan. Donc, sin, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Cos, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Et puis, tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc, le truc, c'était so, ka, toa. N'oublions pas que nous avons aussi les rapports inverses trigonométriques. Donc, l'inverse de sin. Donc, au lieu de l'opposé sur l'hypoténuse, on se souvient que c'est coséquente. Donc, la coséquence, c'est l'hypoténuse sur l'opposé. L'inverse de cosinus, c'est l'hypoténuse sur l'adjacent, séquente. Et on se souvient que la cotangente, c'est l'inverse de la tangente, donc l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc, juste pour changer les choses ici, on va peut-être essayer d'aller trouver la cotangente θ. Donc, si on va chercher cotan de 4 pi sur 3 sans l'aide de la calculatrice. Appuie sur pause et essaye-le. Alors, si on trace le triangle remarquable, en fait, ici, quand je suis à 4 pi sur 3, si je trace l'angle, donc je repère, je trace mon triangle, je mets l'angle aigu. Donc, cet angle aigu dans mon triangle rectangle, en fait, si l'angle rouge, c'est 4 tiers pi, donc, puisqu'encore une fois, mon numérateur est plus grand que mon dénominateur, c'est peut-être plus pratique d'écrire ça. Donc, 4 tiers pi, c'est la même chose que 1 et 1 tiers. Pi, ou si on veut, c'est pi plus 1 tiers pi, ou pi plus pi sur 3. Donc, ici, on aura donc un angle aigu de pi sur 3, ce qui est mon triangle spécial. Ici, j'ai ma longueur de 1/2, et celle-ci, je la connais par cœur comme racine carrée de 3 sur 2. Donc, si je viens ici écrire les coordonnées de ce point-là, les coordonnées du point, ma valeur de x négative, ma valeur de y positive. Donc, je peux résoudre ça de deux différentes façons. Donc, je peux penser au fait que cotangente, c'est l'adjacent sur l'opposé. Donc, l'adjacent 1/2 sur l'opposé, racine carrée de 3 sur 2. Toutefois, ces deux sont ici, désolé, ici c'est négatif aussi. On est sous l'axe des x, donc c'est ma cotangente va devenir positive. Une autre façon d'y penser, en fait, c'est que c'est tout simplement l'inverse de la tangente. Donc, à toi de choisir la méthode que tu veux utiliser. Donc, on pourrait le faire comme ça, ou on pourrait aller directement avec le fait que c'est l'adjacent sur l'opposé. Je pense que je préfère faire de cette façon-là, mais je vais le faire de cette façon-ci, juste pour qu'on se pratique à utiliser la tangente aussi. Donc, si je commence à trouver la tangente, donc dans ce cas-ci, la tangente de 4 pi sur 3, je vais le faire en 2 étapes, c'est, on va partir de l'identité de la tangente. Donc, la tangente, je sais que c'est sin sur cos. OK. En fait, je vais juste partir de ça. Donc, puisque c'est l'inverse de la tangente qu'on cherche, cotangente, ça va être cos θ sur sin θ. Θ étant notre 4 pi sur 3. Donc, cos va être moins 1/2, parce que c'est le côté, c'est le côté adjacent, donc ce côté-là. Moins 1/2, tout en pensant à notre signe, divisé par, au lieu d'avoir des fractions à 3 étages, je vais l'écrire mon divisé comme ça. Donc, divisé par sin θ, qui est l'opposé, donc moins disparaît tout le temps, moins racine carrée de 3 sur 2. OK, donc là, juste, puisqu'on travaille sans l'aide de la calculatrice, je multiplie par l'inverse, et puis c'est tout, on continue comme ça.
Donc, moins fois moins va me donner plus, et j'aurai donc 1 sur racine carrée de 3. Donc, la cotangente de 4pi sur 3, c'est 1 sur racine carrée de 3. Si on vérifie ici, en fait, mon application ne me donne pas la cotangente, mais me donne la tangente. Donc, si je clique sur la tangente, on voit que la tangente de 4pi sur 3, c'est racine carrée de 3. Donc, c'est ce qu'on avait trouvé l'inverse de ça. Donc, 1 sur racine carrée de 3, c'était bel et bien la cotangente de θ.